بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble une autre vidéo, mais cette fois-ci, le module téléphonie. Et on va commencer par chapitre numéro 1, la téléphonie analogique RTC. Voici le plan de notre cours. On va commencer par introduction à la téléphonie. Après, on va voir les principes de la téléphonie analogique. Quels sont les organes constitutifs d'un poste téléphonique simple? Après, on va passer au réseau téléphonique comité RTC, les commutateurs, un schéma de principe d'un réseau téléphonique comité et la boucle locale, une structure arborescente. Pardon. La structure en anneau. Après, on va passer à la communication entre le téléphone et le central. Quelles sont les phases d'établissement d'une communication? Les liaisons entre le téléphone et le central téléphonique, décrochage du combiné, tonalité, numérotation téléphonique, l'activation de la sonnerie, la transmission de la voix, les prises téléphoniques et on termine avec les câblages. On commence par l'introduction. Quel est le principe de la téléphonie analogique? La téléphonie a été initialement prévue pour transmettre la voix humaine entre deux lieux distants, l'un de l'autre bien sûr. Elle utilise comme support des lignes électriques sur lesquelles transite un courant analogue aux signaux sonores. Une liaison téléphonique élémentaire est constituée par deux dispositifs, un émetteur et un récepteur, appelés postes téléphoniques. Une ligne bifilaire acheminant les signaux, la paire torsadée bien sûr. Une source d'énergie électrique E, la tension continue nécessaire à l'alimentation d'un poste téléphonique est fournie par une source installée au central téléphonique, ce qu'on appelle la batterie centrale. Voici le schéma d'une liaison téléphonique. On commence par l'émission, donc. L'entrée de notre poste téléphonique A est pour l'émetteur, c'est énergie acoustique. L'opération qui va se faire ici, c'est la transduction. Donc, on va transformer l'énergie mécanique en signal électrique. Bien sûr, à la sortie, on va récupérer un signal électrique qui va être transmis à notre poste téléphonique B pour le récepteur. Et on va faire l'opération inverse. On va transformer le signal d'électrique en mécanique. À la sortie, on va récupérer énergie acoustique. Maintenant, on va voir quels sont les organes constitutifs d'un poste téléphonique simple. On va commencer par le combiné téléphonique. Le combiné téléphonique, il assure l'échange conversationnel entre les deux correspondants. Le microphone, c'est un convertisseur d'énergie. Les ondes sonores entraînent la vibration d'une membrane sensible qui provoque la création d'un signal électrique variant au même rythme que la voix, bien sûr. L'écouteur, il va restituer sous forme acoustique l'énergie électrique reçue en la transformant en énergie mécanique. Bien sûr, imposant un mouvement vibratoire à l'air ambiant. L'écouteur est constitué d'un haut-parleur, bien sûr. Maintenant, pour le combiné, c'est le support ergonomique sur lequel sont montés le microphone et l'écouteur récepteur. Nous avons aussi la bobine d'induction, ou bien ce qu'on appelle un transformateur et condensateur qui assure l'adaptation d'impédance entre le microphone et la ligne et entre la ligne et l'écouteur. Bien sûr, nous avons aussi l'élimination de l'effet local, ce qu'on appelle le anti-local. Évite d'entendre sur l'écouteur les sons émis sur le microphone du même combiné. Nous avons aussi la séparation des courants de nature différente, des signaux sonores et polarisation. On trouve aussi deux diodes montées en antiparallèle sur le récepteur et elles absorbent les surtensions et réduisent le choc acoustique à un niveau supportable, par l'oreille bien sûr. On trouve aussi un redresseur qui rend l'appareil indépendant de la polarité de la ligne. Vous voyez bien dans cette figure un exemple d'un combiné téléphonique.
Nous avons que l'abonné fait connaître à son centre de rattachement le numéro d'identification du correspondant, désirant le composant soit sur le cadran d'appel rotatif, l'ancien modèle, ou bien sur le clavier numérique, l'actuel bien sûr. Ce dispositif transmet alors au central un signal codé. Vous voyez bien dans cette figure des cadrans rotatifs et le clavier numérique, donc l'ancien modèle et le nouveau modèle. Nous avons que la signalisation d'un appel est faite par une sonnerie de mise en marche par un courant alternatif à travers un filtre. Lors du décrochage du combiné, le centre de rattachement constate la fermeture du crochet, interrompt le signal d'appel et va établir la liaison. Vous voyez bien dans cette figure des sonneries téléphoniques déportées. On passe maintenant l'évolution de la téléphonie. Nous avons en 1854 l'inventeur français Charles Bourseul fait le premier à imaginer un système de transmission électrique de la parole. En 1877, l'Américain Alexander Graham Bell construisait le premier téléphone capable de transmettre la voix humaine tout en respectant sa qualité et son timbre. En France, un grand plan de développement des télécommunications a été mis en œuvre durant les années 1970, conduisant bien sûr un équipement rapide. Les recherches menées au Centre national d'études du télécommunications permirent ainsi la mise en place du premier central entièrement électronique du monde. Ce réseau permet d'améliorer certains services comme la téléphonie ou bien ce qu'on appelle l'interconnexion d'ordinateurs. Dans cette figure, vous voyez Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, bien sûr. Deuxièmement, on va parler de réseau téléphonique commité ou bien ce qu'on appelle le RTC. On va commencer par les commutateurs. Donc, vous avez que chaque client se voit attribuer un numéro personnel. Les équipements téléphoniques sont conçus pour pouvoir mettre en relation tous les abonnés pour la partie télécommunication. Soit en empruntant les lignes du réseau public, le RTC, ce sont des communications extérieures, soit au sein d'une même entreprise. Il s'agit ici de communications internes traitées par un autocommutateur privé et l'accès au réseau public se fait alors en composant un préfixe supplémentaire. Vous voyez bien dans cette figure 6 les demoiselles du téléphone. Dans la figure 7, on trouve un central téléphonique actuel. Donc, ici, nous avons un schéma simplifié du RTC. Donc, vous avez la partie terminale qui contient des centres de communication locale avec les appareils téléphoniques, bien sûr, sont reliés à un centre de commutation hiérarchisé et les centres de commutation hiérarchisés sont reliés entre eux à travers des lignes de transmission. On va parler maintenant de la boucle locale. C'est une qui est sous forme d'une structure arborescente. Une boucle locale, c'est la partie comprise entre le client et le central local de rattachement du réseau RTC. Donc, vous avez ici le répartiteur, pardon, un sous-répartiteur, un point de concentration et le client. On distingue trois zones essentielles. Vous avez la partie branchement, la partie distribution et la partie transport. Donc, vous voyez bien dans cette figure la boucle locale qui contient branchement, distribution et transport. Ici, donc, vous voyez un exemple ou bien un modèle d'un sous-répartiteur. La partie branchement, c'est la partie reliant les clients au point de raccordement. Ces liaisons sont réalisées avec des câbles en cuivre. Une ligne est composée d'une paire de fils transmettant la voix et le données sous forme de signaux électriques. La partie branchement développe le câblage en façade. Généralement, les logements particuliers et les petits immeubles accueillent une paire de fils de cuivre par ligne posée directement sur leur façade, tandis que la plupart des immeubles disposent d'une gaine technique chargée de recevoir les câbles de chaque résident et d'une armoire technique regroupant les connexions, bien sûr.
La connexion n'est pas toujours possible par câble. Par exemple, en zone montagneuse, on utilise la transmission radio. Des équipements émettent et recevoir les communications par faisceau hertzien, donc c'est la boucle locale radio. Voici dans cette figure un exemple de point de concentration. Dans la deuxième, un sous-répartiteur et dans la troisième, le répartiteur. Si on va parler maintenant de la partie distribution, donc c'est la partie des câbles de moyenne capacité qui est reliant les points de raccordement à un sous-répartiteur. La partie transport, bien sûr, c'est la partie qui connecte chaque sous-répartiteur à un répartiteur via un câble de forte capacité. Et chaque paire de cuivre correspondant à un client est relié au répartiteur, donc jusqu'à une distance de quelques kilomètres. Le répartiteur reçoit l'ensemble des lignes des usagers et les répartit sur les équipements d'usagers du central téléphonique grâce à une gertière. Terme consacré du fait que les paires de cuivre sont étendues entre deux points et l'un associé à l'adresse géographique, l'autre, bien sûr, va être associé à un équipement téléphonique. Quelles sont les phases d'établissement d'une communication? Nous avons la partie présélection. Vous avez décrochage de l'abonné demandeur, repérage par le central de la ligne appelante, l'envoi de la tonalité au demandeur et après composition du numéro par l'abonné demandeur. La partie sélection, vous avez la réception de la numérotation, analyse de la numérotation et transfert des données aux organes de commande. Et après, nous avons la recherche de la ligne demandée. Donc, maintenant, on va faire le test de la ligne demandée. Si elle était occupée, elle va envoyer au demandeur de la tonalité d'occupation et fait fin à l'appel. Maintenant, si la ligne demandée est libre, il va envoyer du retour d'appel au demandeur, envoi signal sonnerie au demandé, décrochage attendu, mise en correspondance des deux postes, la taxation du demandeur et la supervision de la communication. À la fin, vous aurez le raccrochage, arrêt taxation, rupture de la liaison. Maintenant, qui va assurer la liaison entre le téléphone et le central téléphonique? Donc, vous avez que chaque téléphone grand public est généralement connecté à un central RTC, donc ce qu'on appelle un réseau téléphonique comité, par une simple paire de cuivre d'un diamètre environ 0,5 mm. Ces câbles ont une impédance caractéristique de 600. Donc, voici dans cette figure un câble téléphonique 8 paires, 6/10 aérien, autoporté. Cette liaison avec le poste de l'abonné est dite boucle locale, ou bien ce qu'on appelle en anglais local loop. Et lors d'une communication téléphonique, elle va transporter une composante continue d'alimentation du poste ainsi que le signal vocal. On va parler maintenant du décrochage du combiné. Vous avez le poste téléphone B relié avec le central RTC toujours avec une paire torsadée, 48 volts CC et 0 milliampères. Lors de la réception, donc, vous avez le parti décrochage. Le téléphone A reçoit toujours le 48 volts, mais cette fois-ci, l'ampérage, c'est 40 milliampères, bien sûr. Lorsque le téléphone n'est pas décroché, il est soumis à une tension continue 48 volts venant du central. Lorsque l'on décroche ce qu'on appelle le off-book, le combiné du poste A, le commutateur se ferme, alors le poste présente une impédance assez faible et consomme un courant continu de l'ordre de 40 milliampères, signalant ainsi son souhait au central d'établir une communication. C'est la prise de ligne. Donc, vous avez ici le téléphone B, vous trouvez le clavier, plus un microphone, un écouteur, un commutateur de combiné, un condensateur de blocage et la partie pour le parleur pour la partie centrée, pour la cendrée, pardon. Donc, 48 volts par 0 milliampères. Ici, vous aurez 48 volts avec 40 milliampères CC.
On va parler maintenant de la tonalité. Après la fermeture du commutateur du combiné, le central du réseau public acquitte la demande de la connexion en superposant à la tension continue un signal sinusoïdal de 440 Hz. Donc, note de la musique est là. C'est là l'invitation à numéroter. La tonalité dialtone et les autocommutateurs privés fournissent une tonalité de fréquence égale à 330 Hz. On perçoit ce changement lors de la composition du zéro pour émettre un appel sortant. Maintenant, pour l'activation de la sonnerie, donc après que l'abonné du poste A ait composé le numéro du correspondant B, le RTC via les commutateurs va acheminer l'appel, puis actionne la sonnerie du poste B par l'intermédiaire d'un dernier autocommutateur local. Donc ici, vous voyez le central signale l'appel du poste A au poste B. Pour activer la sonnerie, le central envoie vers le poste B un signal sinusoïdal de fréquence environ 50 Hz et de tension de 50 à 80 volts, efficace par rafale. Activé pendant environ 2 secondes et désactivé pendant environ 4 secondes. Ce signal est superposé à la tension continue de 48 volts. Le décrochage du poste B établit un courant continu d'environ 40 mA dans la ligne. Alors, le central RTC supprime la sonnerie et met en liaison les deux correspondants. Nous avons que lorsque la liaison est établie, on a pratiquement une ligne point par point. Donc, vous voyez bien dans cette figure, les signaux de 150 Hz signalent l'appel au poste B. Donc, l'activation de la sonnerie pendant 2 secondes, la remise à zéro pendant 4 secondes et ainsi de suite. Maintenant, on utilise une tension de 80 volts relativement élevée pour pouvoir activer les sonneries peu efficaces des anciens téléphones, bien sûr. Dans les nouveaux postes équipés de sonnerie électronique, un signal numérique TTL 5 volts suffit, mais le niveau TTL est incompatible avec les anciens téléphones. La transmission de la voix, donc, contrairement au système audio de haute fidélité, dont les bandes passantes sont comprises entre 20 Hz et 20 kHz, le téléphone opère dans la bande de 300 Hz à 3,4 kHz. Donc, vous voyez bien dans cette figure une communication établie. En effet, l'énergie vocale humaine se situe en grande partie dans cette gamme de fréquences, ce qui permet d'obtenir une conversation fiable, mais sans être excellente. Lorsque les deux correspondants sont en liaison, les signaux vocaux envoyés reçus sont dus à une modulation de l'amplitude du courant contenu dans la bande de fréquence 300 Hz à 3,4 kHz. Nous avons à l'intérieur de chaque appareil un dispositif antilocal ou de suppression d'écho évite que le signal émis par le microphone ne soit transmis à l'écouteur. La communication s'effectue en duplex intégral, elle est bidirectionnelle et le courant sur la ligne étant la somme du courant continu et des deux courants variables émis par chaque poste. Nous avons pendant la phase de communication, les commutateurs supervisent la communication pour détecter le raccrochage de A au B. C'est un des deux raccroches, la liaison est libérée ou relâchée, bien sûr. C'est la phase de libération qui, à nouveau, mis en œuvre la signalisation et la taxation est aussi arrêtée. Ici, vous avez un câblage d'une prise G-gang femelle et dans l'autre, la prise G-gang mâle. On termine avec cette dernière figure pour un connecteur RG11. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. À la prochaine vidéo, on va entamer le chapitre numéro 2. Merci beaucoup et à la prochaine.